Bonsoir et bienvenue à notre émission de variété, votre rendez-vous incontournable de la semaine où je reçois pour vous les experts et leaders qui façonnent le monde des affaires. Je suis Iseline Gandaro, votre fidèle animatrice. Je reçois pour vous à l'émission aujourd'hui un avocat en droit des affaires qui cumule plus de 25 années d'expérience au service de ses clients. Il est ici aujourd'hui pour nous démêler tout ce qui touche la création, l'enregistrement ou l'incorporation de son entreprise. Il va nous aider à comprendre comment tout cela fonctionne, la gestion des clients et comment on doit s'y prendre pour être conforme au niveau de la loi pour tout ce qui touche la législation qui entoure notre entreprise. Sans plus tarder, recevons chaleureusement Maître Sébastien Harvey. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours et nous expliquer ce que c'est que le droit des affaires? Oui, mon parcours est un peu particulier parce que quand je suis sorti des bancs d'école, il n'y a rien qui allait m'amener en principe au droit des affaires. J'avais des idéaux, je voulais changer le monde. Oui. Fait que je voulais être en droit humanitaire. Oui. Puis c'est l'avocat qui m'a engagé dans la région ici, qui avait besoin d'un avocat en droit des affaires, qui m'a fait voir Oui. que derrière chaque entreprise, il y a un humain. Oui. Qui a des rêves, des idéaux, un objectif à réaliser, Oui. puis que je serais appelé à l'aider dans cet objectif-là. Puis c'est ça comme ça que j'ai décidé de commencer à travailler dans ce domaine-là. Et le droit des affaires, en fait, là, c'est vraiment de la naissance jusqu'à la vente de l'entreprise. Oui. C'est d'accompagner l'entrepreneur dans tous ses besoins juridiques pour vraiment attacher puis le protéger, dans le fond. Puis, quels sont les premiers pas qu'un entrepreneur qui veut aller en affaires ou qui vient de démarrer son entreprise doit entreprendre au niveau juridique pour justement s'assurer que son entreprise est enregistrée ou incorporée de la bonne manière? Bien, les premiers pas, c'est vraiment là, d'avoir le réflexe. En principe, légalement, Oui. tu aurais besoin de rien faire. OK. C'est un peu étrange ce que je dis là, Oui. mais dès l'instant où on commence à rendre un service ou qu'on décide de vendre quelque chose à quelqu'un ou de fabriquer quelque chose, Oui. bien, on est déjà en vertu de la loi des entrepreneurs. On est déjà en vertu de la loi en entreprise. Par contre, le réflexe qu'on doit avoir, c'est que il faut s'enregistrer. Oui. Il faut avoir le réflexe de dire, souvent en plus, d'exploiter son entreprise. On ne voudra pas l'exploiter sous son propre nom. C'est pas très vendeur. On va vouloir l'exploiter, on va vouloir l'incorporer. Oui. Bien, pas l'incorporer, mais je veux dire enregistrer notre nom. D'accord. Le nom sous lequel on va vouloir faire affaire. Puis là, bien évidemment, la première chose qu'il faut penser, c'est de s'enregistrer au Québec, auprès du registraire des entreprises, mais en tous les endroits où l'entrepreneur peut se retrouver dans les autres provinces canadiennes, par exemple, ou ailleurs. Ils ont toujours un registre, un registre régional où il faut s'enregistrer pour pouvoir entreprise. Et j'imagine aussi que c'est une obligation légale d'enregistrer son entreprise. C'est bien ça? Dès l'instant où on fait affaire sous un autre nom que le sien, oui, c'est une obligation légale. Dès l'instant où on fait un revenu, comme par exemple, si on dépasse au Québec 30 000 de revenus, et là, il faut aussi s'enregistrer au niveau de la TPS-TVQ. Okay. Vous avez les taxes. Il y en a des numéros à aller chercher. Oui. Fait que ça, c'est certain. Mais au-delà de ça, si on va parler des différentes formes d'entreprise, c'est la première obligation qu'un entrepreneur a, c'est de s'enregistrer. Donc, lorsqu'on décide de créer notre entreprise, on doit s'enregistrer. Mais comment savoir quel type de structure juridique existe et lesquelles sont les mieux appropriées pour notre entreprise? Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui. Il y a trois grandes formes d'entreprise. Il y a trois grandes formes d'entreprise qu'on peut avoir puis utiliser. Mais il y a de la forme la plus simple à la forme la plus compliquée. Si on prend la forme la plus simple, évidemment, c'est ce qu'on appelle, ce que les gens dans le langage populaire appellent le travailleur autonome.
Travailleur autonome, c'est évidemment l'entreprise, c'est soi. C'est nous. C'est nous. C'est la personne physique. Oui. Fait que, comme j'expliquais tantôt, l'enregistrement que je parlais était vraiment pour s'enregistrer comme l'entreprise individuelle. Qu'est-ce que les gens appellent le travailleur autonome. Le travailleur autonome. Et c'est pour ce type d'entreprise que vous nous avez dit tantôt que lorsqu'on dépasse un revenu de 30 000, c'est très important d'enregistrer au niveau des taxes pour percevoir les taxes et les envoyer au gouvernement de façon périodique. C'est ça, parce qu'on a une obligation légale de les percevoir. D'accord. Puis, évidemment, quand on ne les perçoit pas, bien, après ce délai, pas ce délai, mais ce niveau-là de revenus qui est de 30 000, bien là, le gouvernement peut venir saisir ce qu'on aurait dû percevoir, parce qu'on a une obligation de le percevoir. D'accord. Donc, et après cette première forme juridique d'entreprise, l'entreprise individuelle, il y a 2 autres types d'entreprises dont vous allez nous parler? Oui, je vais les nommer les 3. Je pense que la façon de le faire, je vais les nommer les 3, puis après ça, on va les passer une par une. D'accord. OK? Évidemment, j'ai parlé de la première, qui est l'entreprise individuelle. Oui. Celle ensuite, c'est la société en nom collectif, c'est la société de personnes. Oui. Puis ensuite de ça, c'est ce qu'on appelle la société par action, qui est vraiment une personne morale qu'on crée. Je vais en parler tantôt. Mais la forme qui est entre les deux, qui est la société de personnes, la société en nom collectif, bien, il faut imaginer que c'est comme si des entrepreneurs individuels s'associent, se marient ensemble, puis ils décident de rendre le service ou de vendre les produits ensemble pour lesquels ils se sont associés. Fait que, on s'entend que c'est encore des entrepreneurs, des personnes physiques qui créent une entité qui n'est pas indépendante d'eux autres. Puis ils peuvent exploiter leur entreprise. Là, encore une fois, il y a une obligation de s'enregistrer. D'accord. Puis la dernière forme, qui est une forme qu'on va parler plus amplement plus tard, mais c'est vraiment la société par action. Fait que là, l'État nous permet de créer une personne, c'est fictif, mais une personne complètement indépendante de nous-mêmes, puis qui, elle, va avoir son propre patrimoine, évidemment, qui va être détenu par nous, mais qui va avoir un patrimoine qui va être indépendant de notre maison, de notre voiture, etc. Fait ça va créer une distance entre nous et l'entreprise. Et c'est ça qu'on appelle la société par action, bien sûr. Et c'est aussi ce qu'on appelle généralement l'incorporation de son entreprise. Oui, c'est en plein ça. Je voudrais juste qu'on revienne à la deuxième forme juridique pour clarifier les choses pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que ça serait, par exemple, 2 comptables qui se mettent ensemble pour créer, 2 ou 3 comptables qui se mettent ensemble pour créer une société? Est-ce que ce serait ça la deuxième forme juridique dont vous avez parlé? D'accord. La loi permet de s'associer entre personnes. Et comme 2 comptables, la loi nous permet, avec une limitation de responsabilité, parce qu'évidemment, si jamais le comptable, un des comptables commet une erreur professionnelle, bien la loi va le permettre que ça n'engage pas nécessairement la responsabilité de son associé. Mais au-delà de ça, c'est les comptables ensemble qui vont être la société. Bien, c'est très intéressant tout ça. Maître Sébastien Harvey, on va prendre une courte pause, puis au retour de la pause, on va parler des autres éléments de tout ce qui touche à l'incorporation des entreprises. À tout de suite. Oui, bonjour. Sébastien Harvey, avocat en droit des affaires. J'accompagne les entrepreneurs depuis maintenant, je pense, 27 ans. Évidemment, de la naissance de leur entreprise, obtenir leur certificat de constitution, en passant par leur entente de mariage et leur convention d'actionnaire, aller jusqu'à la vente de leur société. Évidemment, je les accompagne pour réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Fait que, évidemment, j'ai cette société-là que j'opère, mon cabinet d'avocat, et aussi, on a un podcast pour aider les entrepreneurs aussi à gérer ce qui est le plus important pour eux, qui est leur tête, évidemment, leur temps et leur argent, qui s'appelle les capteurs. Fait que les capteurs, on accompagne aussi les entrepreneurs dans un podcast de façon à les aider à trouver ce qu'ils ont besoin pour améliorer leurs résultats. Pour me contacter, veuillez suivre les informations qui vont apparaître à l'écran. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
Bon retour à l'émission. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître Sébastien Harvey, qui est ici aujourd'hui pour nous donner toute l'information dont nous avons besoin pour enregistrer, créer notre entreprise et tous les éléments légaux qui entourent la gestion de notre entreprise. Alors, avant la pause, Maître Harvey nous parlait des différents types d'entreprises et comment ces différentes entreprises sont enregistrées au niveau du gouvernement. Maintenant, la question que j'ai pour Maître Sébastien Harvey, c'est quelles sont les erreurs que font les entrepreneurs habituellement et comment les éviter? Il y en a beaucoup d'erreurs. Les erreurs les plus courantes, si on se concentre sur celles-là, c'est évidemment, on en a parlé un peu tantôt, c'est l'erreur d'enregistrement. Oui. Fait que ça, c'est un oubli de s'enregistrer. Puis évidemment, il y a pas seulement l'enregistrement, mais à chaque année, il faut renouveler cet enregistrement-là, nos déclarations annuelles. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient ou qui ben, c'est ça. Évidemment, ils sont pris dans leur entreprise. Fait que c'est une des choses qui est oubliée. Une autre chose qui arrive souvent, c'est d'avoir mal choisi son nom d'entreprise. D'accord. Ça, c'est super important parce qu'on s'entend, j'ai des entrepreneurs qui, après 5 ans d'exploitation de leur entreprise, qui ont la surprise de recevoir une mise en demeure qui leur dit qu'ils utilisent ils créent de la confusion dans le nom, dans la clientèle d'un autre entrepreneur qui utilise un nom similaire. Et là, ben, tout est à recommencer, évidemment. Ça, c'est une autre erreur courante. J'en parlais tantôt, le choix d'une mauvaise forme. La forme juridique. C'est ça, la forme d'exploitation de l'entreprise. Bien, ça, on s'entend, si on a une entreprise à risque, puis qu'on reste un entrepreneur individuel, comme on en parlait tantôt, bien là, on a si tant est qu'on ait une poursuite, bien là, c'est nous, personnellement, qui va être poursuivis. Là. Exactement. Fait que là, il y a ça aussi qui est une erreur courante. Une autre erreur courante, c'est de ne pas avoir de bons documents, des contrats, non seulement avec sa clientèle, mais avec ses fournisseurs, puis avec ses employés. Et si on prend juste... Ou ses partenaires en affaires. Puis ses partenaires en affaires, effectivement. Fait que ça, c'est une autre erreur courante. Donc, c'est très important d'avoir des contrats qui sont bien écrits. J'imagine il faut aller voir un expert comme vous en droit des affaires pour s'assurer qu'on a des contrats qui sont bien établis pour encadrer tout cela. Oui, parce que légalement, c'est ça qui est le plus... une poignée de main. Une entente entre deux personnes. Une bonne vieille poignée de main. Une bonne vieille poignée de main, c'est un contrat. C'est un contrat. On s'entend là où le bas blesse, c'est... Quand ça va mal. Ben, le diable est dans les détails. Hein? Fait que on s'entend que si les attentes de chacun des personnes ne sont pas... rencontrées. Ben, ils ne sont pas, c'est ça, transformés. Les attentes ne sont pas transformées en entente. Bien, là, on peut avoir des difficultés. Fait qu'effectivement, les bons contrats. Puis, une des choses que je vois souvent dans mon métier, c'est que les clients vont recevoir des contrats de leurs partenaires. Puis, s'ils ne vont pas voir un professionnel, bien, tout semble correct dans ce qui est écrit, mais ce qu'ils ne sauront pas, c'est ce que le contrat ne contient pas. Fait qu'il y a ça aussi. Un professionnel va être capable de leur dire, bien, ton contrat, habituellement, il contient telle clause. Mais puis là, il manque telle chose. Oui, celle-là, ça n'apparaît pas. Fait que ça, c'est un des éléments qui est important. Puis évidemment, bien, ce qui est important quand on va voir un professionnel par rapport au contrat, c'est aussi de se faire mettre dans des situations. Bon, ben, si on parle, tu as parlé tantôt d'une entente avec un associé. Bien, si ton associé veut partir, il ne veut plus être en affaires avec toi, c'est quoi qu'on fait? Évidemment, le contrat va venir établir la procédure. Non, il faut encadrer tout ça en amont pour s'éviter des problèmes. En cas de changement de notre partenaire en affaires ou même de changement de nous-mêmes, on ne veut plus continuer forcément à opérer comme on l'a fait dans le passé. Il faut encadrer tout ça par des contrats bien écrits par des experts en droit des affaires. C'est en plein ça. Oui. Vous nous avez parlé tantôt des erreurs à éviter ou des erreurs communes. Qu'est-ce qui est le plus courant? Qu'est-ce que vous voyez souvent que vous pouvez conseiller à ceux qui nous regardent? Bien, ce que je vois le plus souvent,
c'est des associés. Tu sais, on est enthousiaste. Oui. Quand on se lance en affaires, Oui. puis si on s'associe avec d'autres personnes, bien, de façon commune, notre objectif, c'est de réaliser les objets de l'entreprise. Oui. Mais évidemment, à cause que c'est des frais, des coûts, Oui. les gens, parce que quand ça va bien, on ne pense pas nécessairement, puis on le voit souvent aussi dans les mariages réels de la vie, là, les gens ne signent pas de contrat. Oui. Fait que, évidemment, la signature d'une convention d'actionnaires ou la signature d'une convention de société en nom collectif, Oui. elle est négligée. Oui. Puis on s'entend que ça laisse un vide juridique. Oui. Si jamais on ne s'entend plus, si jamais il y a un décès qui est constaté dans les associés, on se retrouve, par exemple, si on prend un décès, là, on se retrouve avec la succession de notre ancien associé. Oui. Qui est en affaire avec nous. Qui est rendu en affaire avec nous. Oui. Donc, ça, c'est l'erreur la plus courante que les gens font. Ce que les gens font, c'est qu'ils attendent trop longtemps. Puis, on s'entend, quand ils vont penser à le faire, c'est quand ils commencent à ne plus s'entendre. Puis là, bien évidemment, ça devient extrêmement difficile de préparer un document quand les gens ne s'entendent plus sur ce que ce document-là devrait contenir. Oui. Une autre question que j'aimerais aborder avec vous, Maître Harvey, c'est quand est-ce que c'est le bon moment, par exemple, pour une entreprise de passer du statut d'entrepreneur autonome à, par exemple, la société par action et de s'incorporer. Je pense qu'il y a peut-être une limite de revenus qui doit nous sonner l'alerte. C'est le temps de s'incorporer. Pourriez-vous nous en parler? C'est une excellente question. Je dirais, parce que c'est ça qui est la nuance importante à comprendre, c'est que l'entreprise individuelle, bien, si c'est nous, donc les revenus qu'on va avoir générés avec notre entreprise, bien, ça va être déclaré avec notre rapport personnel d'imposition au 31 décembre. Donc, ce qui va être généré, dès l'instant où on arrive à des revenus importants, on s'entend là, si nos profits à la fin de l'année, ça veut dire qu'on a enlevé nos dépenses, puis qu'est-ce qui nous reste, arrive dans le 80 000, 90 000. Là, on devrait avoir un réflexe parce que on s'entend que personnellement, quand on s'approche, les gens savent ça, quand on s'approche de ces revenus-là, plus on avance, plus on va donner la moitié de nos revenus 50 au gouvernement. 50 au gouvernement, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, le taux d'imposition de la société par action qu'on parlait tantôt est beaucoup moins élevé. D'accord. Parce que ce que le gouvernement veut, c'est que pour l'entrepreneur individuel, s'il est capable, après avoir payé son hypothèque, après avoir payé l'éducation de ses enfants... On parle bien de l'hypothèque de l'entreprise. Non, son hypothèque personnelle ou l'éducation de son enfant, sa voiture. Quand ce qu'il a besoin pour vivre fait en sorte qu'il peut laisser de l'argent dans le compte bancaire de l'entreprise, bien là, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir le réflexe de dire, bien, je devrais être rendu au niveau de prendre ma société, mon entreprise individuelle, puis la transformer en société par action. Parce que ça, on peut le faire au niveau fiscal. D'accord. Donc, on peut le faire dès que nos revenus dépassent un certain seuil ou s'approche de 100 000 $, où on sait que là, on va être imposé à 50 %. Évidemment, c'est pas moi comme professionnel dans ce temps-là qu'il faut consulter. Il faut savoir, il faut avoir aussi un bon comptable qui va nous dire, qui va nous conseiller, ben tu devrais peut-être penser à t'incorporer. Ou un fiscaliste ou un qui fiscaliste, nous explique définitivement. tout ce qui touche les taux d'imposition. C'est ça. Mais en règle générale, à partir d'un certain seuil de revenus, il faut penser incorporer sa société de personnes. Oui, parce qu'on s'entend que si on ne le fait pas, à chaque année, il y a 50 des revenus qui pourraient être, il y a une partie des revenus qu'on pourrait réutiliser dans l'entreprise, qu'on envoie au gouvernement, qu'on ne pourra pas réutiliser. Puis le gouvernement veut qu'on crée des entreprises, puis il veut nous aider à exploiter des entreprises. Fait que, évidemment, rendu au niveau de la société par action, le gouvernement se dit, bien, si cet argent-là, tu ne l'apprends pas pour toi-même et que tu l'apprends pour réinvestir dans ta société, bien évidemment, le taux d'imposition que le gouvernement va mettre sur ta personne morale, ta société par action,
présentement, tourne autour de 16 16 Ça fait fait quand même une grosse différence entre 50 c'est ça. d'impôts ou 16 d'impôts, dépendant de la forme juridique qu'on a choisie. Puis le gouvernement va se reprendre au moment où que tu vas chercher des revenus pour toi-même. OK. Fait que à ce niveau-là, évidemment, le comptable va pouvoir gérer ce qu'il faut déclarer. Oui. Mais, par exemple, si on qualifie maintenant avec le nombre d'heures travaillées au niveau de l'entreprise, bien, le premier 40 000 est quasiment libre d'impôt. Après ça, bien évidemment, ça monte en flèche. Le gouvernement se rattrape. Mais par contre, si je veux faire une règle générale, on a à peu près un 30 de plus de notre pouvoir d'achat dans ce qu'on va générer comme profit, qu'on va pouvoir réutiliser pour acheter de l'équipement pour notre entreprise. Réinvestir dans notre entreprise. Engager un employé qu'on n'aurait pas engagé sinon. Évidemment, tout ce que l'entreprise a de besoin. Bien, si on reste à titre d'entrepreneur individuel, on perd ce bénéfice-là. Oui. C'est très intéressant tout ça. Nous allons prendre une courte pause, puis au retour de la pause, nous allons parler des défis qu'entourent toutes les nouvelles technologies dans la gestion de notre entreprise et le droit des entreprises. À très bientôt. Oui, bonjour. Sébastien Hervé, avocat en droit des affaires. J'accompagne les entrepreneurs depuis maintenant, je pense, 27 ans. Évidemment, de la naissance de leur entreprise, obtenir leur certificat de constitution en passant par leur entente de mariage et leur convention d'actionnaire, aller jusqu'à la vente de leur société. Évidemment, je les accompagne pour réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Fait que, évidemment, j'ai cette société-là que j'opère, mon cabinet d'avocat, et aussi, on a un podcast pour aider les entrepreneurs aussi à gérer ce qui est le plus important pour eux, qui est leur tête, évidemment, leur temps et leur argent, qui s'appelle les capteurs. Fait que les capteurs, on accompagne aussi les entrepreneurs dans un podcast de façon à les aider à trouver ce qu'ils ont besoin pour améliorer leurs résultats. Pour me contacter, veuillez suivre les informations qui vont apparaître à l'écran. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bon retour à l'émission. Je suis toujours accompagnée de Maître Sébastien Hervé, un avocat spécialisé en droit des affaires qui cumule plus de 25 années d'expérience au service de ses clients. Il est ici aujourd'hui pour nous aider à démêler tous les astuces et enjeux juridiques par rapport à l'incorporation ou l'enregistrement ou la création même de son entreprise. Avant la pause, on était en train de parler des différentes structures juridiques, mais là, ce que je voudrais savoir, Maître Sébastien Hervé, c'est quels sont les défis qui tendent les entrepreneurs lorsqu'on pense à tout ce qui change rapidement au niveau de l'utilisation des technologies et de technologie de l'information au sein de son entreprise? On s'entend, ça n'a jamais évolué aussi vite. Okay. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça nous a un peu attrapé comme une vague. Oui. Puis, ce que je dirais, c'est autant que ça offre des belles opportunités pour les entrepreneurs, des opportunités qu'on n'avait jamais pensées, ça comporte aussi énormément de risques. Oui. Quand on passe, par exemple, des outils comme ChatGPT, puis le fait qu'on peut générer des contenus, même au niveau juridique, j'imagine que ça apporte des nouveaux défis aux entrepreneurs. Définitivement, parce que ce qui est généré par une intelligence artificielle n'est pas protégé par le droit d'auteur. Fait qu'on s'entend que ça va poser des défis de plus en plus grands parce que des entrepreneurs vont créer du contenu, ils vont créer à l'aide de ces outils-là. Et c'est du droit en devenir. Hein? On s'entend que ça va se développer. Il faut être alerte sur le fait que c'est un risque que les entrepreneurs vont rencontrer bientôt. Là. Oui. Et quels sont les autres risques? Donc, vous nous parlez de l'intelligence artificielle. Je comprends qu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux peut-être au niveau de la cybersécurité? Définitivement. Au niveau de la cybersécurité, qu'est-ce qui arrive? C'est en plus, on approche tranquillement vers l'ère des ordinateurs quantiques. Oui. Fait que, évidemment, on est déjà exposé aux cybercriminels. On s'entend, on en entend parler tous les jours. Mais ça va devenir de plus en plus important de rester à l'affût de comment se protéger parce que, évidemment, la technologie va venir de plus en plus aiguisée pour venir justement pénétrer
nos systèmes puis Oui. l'information. Puis d'autant plus, on a une obligation qui devient de plus en plus importante. Au Québec, ils ont adopté la loi 25 récemment. Oui, par rapport à la confidentialité de Par rapport à la l'information confidentialité de l'information. et la responsabilité des entrepreneurs. Pouvez-vous nous en parler un peu, ceux qui ne savent pas de quoi on parle? Oui, ben oui. Les renseignements personnels des clients Oui. qu'on a, Oui. bien évidemment, avant, c'était traité un peu comme la propriété de Oui. l'entrepreneur. Oui. Et c'est renversé aujourd'hui. OK. Ça reste la propriété de nos clients. OK. Puis on a une obligation envers eux Oui. de protéger l'information qu'on a. Oui. Fait que c'est inspiré aussi du règlement européen. Fait que présentement au Québec, Oui. on a la loi nord-américaine Oui. la plus sévère par rapport à la protection. protection des données personnelles des gens avec qui de nos on clients. fait affaire de nos clients. Mais comment on fait au quotidien? Lorsque j'ai une petite entreprise, par exemple un salon de coiffure ou une petite entreprise en construction, comment je fais? Quelles astuces pouvez-vous nous donner pour nous permettre qu'on se conforme au niveau de la loi? C'est là que les professionnels vont venir nous aider parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place à l'intérieur de nos systèmes. Oui. Puis évidemment, quand on est seul, on a un contrôle plus important sur les données personnelles. Mais quand on commence à avoir des employés, Oui. il faut une des premières choses qu'il faut faire si on veut se protéger comme entrepreneur, c'est de les sensibiliser à l'importance de protéger l'information, puis d'avoir des règles à l'interne, pas seulement des systèmes pour protéger leur information. Évidemment, nos systèmes informatiques, il faut qu'ils soient assez solides pour protéger cette information-là. Mais il faut aussi avoir des procédures à l'interne pour savoir, mais si jamais il y a un bris, qu'est-ce qu'on fait? On a une obligation aujourd'hui d'avoir une personne qui est responsable dans notre entreprise de l'information de nos clients. Fait que nos clients ont le droit de vérifier sur notre site Internet, par exemple, notre politique. Nos politiques, qui est responsable. Si je veux m'adresser, si je veux savoir où est mon information à titre de client personnel dans l'entreprise, il faut que je sache à qui m'adresser. Fait que c'est toutes ces choses-là, puis ça va par défaut prendre... plus d'importance. Ben oui, puis évidemment, de l'aide pour pouvoir mettre ça en place dans son entreprise. C'est sûr que ça crée plus de travail pour un entrepreneur de pouvoir se conformer. Mais c'est pour ça que les spécialistes comme Maître Harvey sont là pour nous aider à naviguer à travers tout cela. C'est déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Sébastien Harvey, d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Et pour vous qui nous regardez, ce fut un plaisir de vous présenter une autre émission d'affaires avec un expert du monde des affaires. Merci de continuer à suivre nos émissions et à très bientôt pour une autre émission. Bonsoir.